Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Mais Alexandre, on continue à suivre ce qui se passe avec le cas de l'école Bedford qui, écoute, ça fait 10 jours que le rapport est sorti, qui nous décrit ce qui s'est passé là. Il y a eu samedi suspension de profs, mais ça continue à alimenter la discussion. Ben, énormément, parce que bon, hier, il y a 11 nouveaux profs suppléants qui ont fait leur arrivée à Bedford. Plusieurs parents qui étaient vraiment inquiets aux abords de l'école qui ont été rencontrés par nos équipes. Et il y a eu cette sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon, une sortie vraiment très percutante qui jugeait notamment que l'homogénéité dans les écoles de Montréal remettait un peu en question le manque d'élèves nés au Québec dans certaines écoles de Montréal pour que la laïcité puisse s'appliquer. Alors, dans tout le débat aussi entourant la loi 21, et Paul Saint-Pierre Plamondon, notamment croyait fermement que le cas de l'école Bedford est de l'entrisme islamiste. Donc, une poignée de personnes qui prennent les commandes d'une institution, faisant régner un climat de terreur pour imposer leur religion ou encore leurs idéologies. A accusé le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, aussi de faire de l'aveuglement volontaire dans ce cas-ci. Je vous fais entendre les commentaires du chef du Parti québécois. Tellement de militantisme idéologique contre la loi 21 que quand les gens veulent la nommer, ils ont peur. Donc, c'est un échec? Ben, c'est insuffisant à l'évidence, fait qu'on va le renforcer. Ce qu'on veut, c'est éviter des situations d'homogénéité telle que même la loi a plus d'importance. C'est ça un peu le cas de l'école Bedford. La loi se rend plus. Ouais. Pour les gens moins familiers, l'entrisme, c'est un terme qui remonte au communisme. C'est l'idée de stratégie politique pour faire entrer de manière concertée des membres, des militants dans une organisation parfois plus faible, de faire entrer des militants qui en prennent le contrôle. Donc, quand Paul Saint-Pierre Plamondon dit de l'entrisme religieux, c'est comme on a fait rentrer dans une école un groupe d'enseignants qui militent pour une idéologie, dans certains cas, dans ce cas-ci, une idéologie religieuse, pour en fait, un synonyme, c'est quasiment noyautage, du noyautage politique. Donc, c'est l'accusation de Paul Saint-Pierre Plamondon. Je suis moins sûr de ce qu'il a dit sur... je comprends ce qu'il a voulu dire, mais quand il dit qu'il faudrait plus de mixité, c'est comme s'il constate qu'il y a à Montréal certains quartiers qui sont devenus beaucoup plus homogènes. C'est toute la même communauté, c'est tous des gens des mêmes origines, de la même communauté religieuse. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des écoles à Montréal où 75% et plus des élèves ne sont pas nés au Québec. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas c'est que dans ce cas-ci, ils se tromperaient. Sur le chiffre, ils se tromperaient sur le chiffre. C'est pas le cas à Bedford. Okay. En tout cas, peut-être ailleurs, mais pas à Bedford, ce serait pas le cas. Mais de deux, je veux dire, tu fais quoi? Tu vas faire déménager les gens. Tu vas dire, regarde, là, les gens de telle communauté, vous êtes trop concentrés dans tel quartier, fait qu'on va en prendre, puis on va les amener dans un autre quartier, puis là, de l'autre quartier, on va mettre... Parce que les gens vont habiter là. Puis tu sais, comment, à partir du moment où tu accueilles une immigration tellement massive que là, tu sais, on n'a même plus le contrôle de ses frontières, est-ce qu'on pense qu'on va avoir le contrôle sur les quartiers où les gens décident, puis là, à un moment donné, tu sais, ils se regroupent là, autour ils ont des centres communautaires, ils ont des épiceries, ils ont des services communs. On les comprend un peu là, de vouloir se regrouper. Mais là, quand tu mets une école dans ce quartier-là, ben, tu te retrouves par définition avec une école qui n'a pas beaucoup de mixité. Là. C'est tous des gens des citoyens issus des mêmes communautés. Alors, je ne sais pas comment Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, dirait qu'il pourrait régler ça. Il y a un bout qui m'échappe sur ces solutions. Ouais, on se posait la question, Mario, aussi, qu'est-ce qui arrive avec les élèves dans les dernières années qui ont souffert de ce climat toxique à l'école Bedford? Ben là, ce qu'on nous dit, c'est qu'après avoir été identifié, il y aura un suivi. On veut collaborer pour instaurer un climat plus sain, plus sécuritaire. Et on se questionnait sur la fameuse suspension de ces 11 professeurs-là. Rassure-toi, Mario, là. Suspendu avec solde. Ah oui, mais c'est parce que quand c'est suspension pendant l'enquête, c'est la règle. Oui. Ben, il pourrait. Mais c'est curieux, non? Ben, c'est la règle syndicale obtenue que tant que t'es pendant une enquête, t'es présumé avoir rien fait de mal, donc là, t'es payé pendant ce temps-là. Bon, est-ce qu'on pourrait, après ça, leur retirer leur brevet d'enseignement? Il pourrait avoir des conséquences plus graves la fin de l'enquête. Mais pendant la durée de l'enquête, c'est un peu que le principe de la présomption d'innocence dans une enquête criminelle, là, c'est un peu le même principe, et t'es payé en attendant.
qu'aurait été un débat du genre sans avoir la contribution d'Adil Sharkawi. Mais dans son cas, qui s'en est surtout pris à la députée libérale Marois Risky. Ah oui, vraiment des mots très, très durs à l'endroit de la députée Marois Risky. Il l'a qualifié essentiellement, on nous dit, d'espèce de marocaine de service. Là. Puis je vais vous faire entendre un court extrait là, de son intervention. Plus québécois que René Lévesque. Ils te sortent la marocaine de service. Alors, plus québécois que René Lévesque, ils sortent la marocaine de service. Dans les derniers jours, Marois Risky a fait plusieurs sorties. Donc, le sous-entendu pour lui, c'est qu'une personne qui est arrivée au Québec, qui s'intègre, qui participe à la vie commune, à la politique, partage des valeurs communes du Québec, pour lui, c'est une traite, là. Elle est trop québécoise. C'est ça qu'il dit, elle est plus québécoise que René Lévesque, mais c'est vide comme propos. Mais c'est comme si elle est vraiment québécoise, elle s'est adaptée aux valeurs. Je pense pas. Je pense qu'elle a quand même gardé une fierté de ses origines puis tout ça, mais je veux dire, politiquement, elle est dans un parti dont elle partage les valeurs, puis elle s'est intégrée à la vie politique du Québec en choisissant un parti. Mais ça serait mal, là. Et Marois Risky, depuis les derniers jours, a insisté pour la suspension des 11 enseignants, a réclamé la démission de la directrice générale du centre de services scolaires, a dit que le ministre de l'Éducation, a dit que la patronne du centre de services scolaires avait fait de l'aveuglement volontaire dans cette histoire-là. Et Marguerite Blais, ancienne députée, d'ailleurs, qui a réagi, Mario, sur Facebook, écoutez la joute avec Paul Larocque hier soir à LCN, puis elle a dit « J'apprends qu'Adil Sharkawi a traité Marois Risky. Je m'indigne haut et fort. En tant qu'ancienne députée, respectueuse de ses collègues, je ne peux accepter ce genre d'intimidation et d'insultes. J'ai vécu l'intimidation et j'avoue que c'est difficile à subir et à vivre. La députée libérale a tout simplement dénoncé une situation inacceptable au Québec. Elle s'est tenue debout. J'espère que nous allons la soutenir dans ce débat et faire en sorte que les femmes qui s'expriment et dénoncent des situations d'endoctrinement soient respectées. » Ben, bravo. Bravo. Et dans le cas d'Adil Sharkawi, un petit peu, là. D'ailleurs, c'est dans le rapport d'enquête. Il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine, donc qui viennent du Maroc, d'Algérie, de la Tunisie, qui ne sont pas d'accord avec la vision de ce groupe majoritaire qui semble avoir pris le contrôle de l'école de Bedford. Ils ont été exclus, en fait, à l'intérieur même de cette école-là. Exactement, mais le rapport le dit. Oui. Il y a des gens qui sont donc pour une école laïque, qui sont d'accord avec le modèle d'école québécoise et qui ont été eux-mêmes bulldozés là, dans le cadre de ce qui s'est vécu à l'école Bedford. Donc, ce que dit Sharkawi, ça n'a pas d'allure. Là. C'est pas à l'intérieur même des communautés maghrébines. C'est loin d'être tout le monde. En fait, je suis loin d'être sûr que c'est même la majorité là, qui souhaite une école plus religieuse. Donc, je suis content de voir que d'autres de l'extérieur, j'espère que les gens des autres partis à l'Assemblée nationale vont prendre la défense aussi énergiquement de Marois Risky. L'Agence du revenu du Canada qui se demande si elle fait une bonne chose de donner le fameux droit là, des crédits d'impôt là, pour les dons de charité. Est-ce qu'il y a une association qui mérite ça, là? Et c'est une histoire du bureau d'enquête dans le journal ce matin. Donc, l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, qui menace maintenant une association musulmane qui exploite quand même 4 écoles au Québec, de lui retirer son statut d'organisme de charité si jamais elle n'apporte pas des correctifs importants sur ses pratiques. Comme lesquels, par exemple, tu vas me dire, c'est un détail, un lien avec la lutte contre le terrorisme. Donc, l'Association musulmane du Canada, qui est dans la mire de l'Agence du revenu, se présente comme la plus importante association musulmane populaire au pays. Elle gère 5 mosquées, des centres communautaires à Montréal, une mosquée à Québec. Et selon ce que le bureau d'enquête a appris, a obtenu des documents, après un vaste audit qui s'est échelonné sur plusieurs années, le fisc continue d'être préoccupé par des liens à l'international de l'Association musulmane du Canada avec l'Organisation des frères musulmans et avec l'abus possible de ses ressources par des groupes terroristes. Alors, l'Association musulmane conteste les résultats de cet audit-là, c'est ce qu'on peut lire dans le journal, mais quelques exemples, notamment de l'Agence du revenu, qui note que l'Association musulmane a permis à 2 groupes ouvertement favorables aux frères musulmans en Égypte, dont un qui est basé à Montréal, d'utiliser ses locaux gratuitement et sans se préoccuper de ses activités. Il est question aussi de communication avec les frères musulmans syriens ou ceux qui réclament une assistance financière, entre autres pour des armes. Alors, tu vois,
Le Canada ne considère pas les Frères musulmans comme une organisation terroriste, mais le fisc regarde ça puis se dit on est inquiet. La question est énorme. Là. Est-ce que le Canada finance avec des fonds publics, avec nos impôts, du terrorisme? C'est exactement ça. La semaine passée, l'organisation, là, ça se passe dans l'Ouest canadien, Samidoun, celle qui a brûlé le drapeau canadien en chantant Mort au Canada pendant une manifestation, sont passés, c'est pas banal, Alexandre, sont passés en 24 heures de organisme qui émet des reçus de charité, donc qui est subventionné. Tu crois qu'un reçu de charité, c'est qu'on subventionne par la bande. Là. Donc, ils sont passés en 24 heures d'organisme qui émet des reçus de charité à organisation reconnue comme terroriste au Canada. Faut le faire, là. En 24 heures. Ouais. Donc, la veille, ils pouvaient émettre des reçus de charité, puis le lendemain, ils étaient considérés comme terroristes. Wow. Bienvenue au Canada. On voit ce dossier-là aujourd'hui, puis on se dit, OK. Donc, tu as une organisation à qui on se demande, on se pose la question, est-ce qu'on doit les subventionner ou peut-être pas, parce qu'on ça veut dire qu'au Canada, on pense que peut-être on subventionne le terrorisme. Là. C'est carrément la conclusion. Nordvolt, Radio-Canada, qui nous apprend que le gouvernement du Québec se serait fait forcer la main. Oui, ça va faire jaser. C'est une histoire de Thomas Gerbet. Donc, essentiellement, selon cet article-là, Québec aurait accepté de perdre ses garanties financières dans le projet Nordvolt, à l'exception du fameux terrain de 240 millions sur la Rive-Sud, mais au profit de la banque d'investissement Goldman Sachs, qui est une banque d'investissement américaine. Alors, Goldman Sachs, c'est l'actionnaire numéro 2 de Nordvolt, la maison mère. Et il y a 2 sources proches du dossier donc, qui ont parlé à Radio-Canada. Et la citation qui est la plus percutante là, est celle-ci. On dit « Québec est placé devant le dilemme suivant. Je perds mes garanties et Nordvolt est sauvé. Ou bien je conserve mes garanties et Nordvolt est foutu. » Donc, hypothétiquement, si Nordvolt déclarait faillite, tout ce qui reviendrait au gouvernement, ce serait le terrain de 240 millions. Mais on oublierait les 510 millions injectés dans le projet de Québec et les 200 millions de CDPQ, infra. Alors, mais si l'entreprise fait faillite, d'avoir des actions dans une entreprise en faillite, ça vaut zéro de toute façon. C'est la question que je me posais. Là. Que valent ces garanties ou que valent... Le terrain, c'est parce que t'as un immobilier physique. Là. Mais que valent ces garanties si Nordvolt vire à l'envers? C'est probablement le calcul que fait le gouvernement du Québec. Là. On a des garanties, mais on comprend que c'est un dossier qui commence à donner des maux de tête au gouvernement, là, parce que ce matin, le gouvernement va se faire pilonner là-dessus en chambre. D'autant plus que la Suède avait refusé de venir à la rescousse de Nordvolt. Oui. Donc là, tu dis, on est en train de s'en faire passer une. Mais là, c'est Goldman Sachs qui va refinancer. C'est ce qu'on comprend, c'est que Goldman Sachs demande, regarde, retirez vos garanties. Moi, je vais remettre de l'argent si on améliore mes garanties. Donc, le Québec a dû... Mais là, en même temps, c'est le gouvernement du Québec, on nous avait demandé de remettre de l'argent. Je pense qu'on aurait dit non. Ah oui, avec l'opinion publique actuelle. C'est ça. Il y a quelqu'un qui... probablement qu'on a fait le calcul. On augmente les chances de sauver Nordvolt et en échange, on donne des garanties qui valent peut-être pas grand-chose, au fond. Là. Mais j'entendais Luc Poirier ici avec Isabelle Maréchal à Cube qui disait le terrain, aujourd'hui, il vaut plus cher que ça aussi. Là. Alors, on parle de 240 millions, le coût d'acquisition du terrain, mais tu le vends aujourd'hui, il vaut plus cher. Lui, il pense qu'il vaut encore plus. Lui, il pense qu'il vaut encore plus cher. Alors que bien des gens disent qu'il vaut moins. Il ne va pas y être payé trop cher. Bon, là, ça, c'est une question d'interprétation. Bon, on fait le suivi, évidemment, sur Justin Trudeau. C'est demain matin, ce caucus, où il devrait parler de son avenir. Mais là, c'est le Toronto Star qui a parlé à des... Parce que la fameuse lettre, là, personne ne l'a vue, personne... Mais là, le Toronto Star a parlé à au moins un député qui a signé la lettre. Oui. Elle existe, puis il l'a signée. Elle existe. Elle va être présentée mercredi et c'est Wayne Long du Nouveau-Brunswick qui a dit au Toronto Star « Je l'ai signé ». Il y en a combien qui l'ont signé? Là, il a dit « Bon, c'est au-dessus de 20, mais c'est en bas de 40 ».
On s'entend-tu sur une trentaine? C'est ce qui circule comme chiffre, là. Plus que 20, une trentaine, peut-être une trentaine. Sur les 153 députés libéraux. Alors là on en a deux. Là. Il y a Sean Casey, député de Charlottetown, qui là, finalement, hier, se faisait interroger là, à Ottawa. Il dit « Oui, je l'ai signé. » Bon, donc là, il y a lui. Parce que lui, quand il est sorti publiquement à la CBC, il l'avait pas signé. Non, c'est ça. Là, donc là, il l'a signé. Wayne Long, on est rendu à 2. Mais... reste à voir aussi, est-ce que ce sont ce qu'on appelle des backbenchers, des députés d'arrière-ban, principalement, qui auront signé cette lettre-là, ou il y a des gros canons, là? Non, moi, je pense que ça va être des députés moins connus. Ouais. Dans l'ensemble. Mais moi, je pense que la vraie question, Alexandre, c'est... T'es dans une salle. Bon. Puis là, t'en as, mettons, 30. Vous autres, chez Front, il y en a 30 qui ont signé. Bon, ben là, ces 30-là, vous autres sont prêts à aller au micro. La question, c'est, est-ce que les 120 autres sont fermes derrière Justin Trudeau? Ou mettons que je te lance une hypothèse. Mettons qu'il y en a 30 autres qui sont des peureux, discrets, mais ils pensent la même chose, mais ils n'ont pas signé la lettre, puis ils n'aiment pas ça, ils veulent pas se mettre à dos le chef, puis tout ça. Fait que là, dans le cadre d'une assemblée où la parole est libérée, là, puis que là, les gens succèdent au micro, puis disent, ben moi, monsieur le premier... Puis ça veut pas dire qu'ils vont le faire irrespectueusement, qu'ils vont se mettre à crier, à beugler. Ouais. Ils vont dire, monsieur Trudeau, vous avez donné beaucoup, mais là, c'est fini, la population est plus là... les gens vous écoutent plus, on va perdre les élections. Est-ce qu'il y en a 30 autres qui pourraient se rallier, là? Est-ce qu'on va dire, ben moi aussi... Ah oui, avec une espèce d'effet d'entraînement, là. Exactement, l'effet d'entraînement, puis ce que j'appelle une parole libérée. Ben ouais, on a le droit de dire ça. Ben moi aussi, dans le fond, c'est ça que je pense. Et là, tu te retrouves, c'est plus 30, mais c'est 60 qui l'expriment. Puis là, ben, c'est plus... Tu sais, un caucus de 150 ou 60 ne veulent plus le chef, ça marche plus. Non. Fini, il y a quand même certains ministres, certains députés qui sont sortis publiquement hier. Là, lorsqu'on leur a tendu le micro, je te fais entendre coup sur coup Diane Leboutillier, Stephen Guilbeault, Marie-Claude Bibeau qui a annoncé qu'elle se lançait là, à la mairie de Sherbrooke en 2025 à la suite de son départ de la politique fédérale, et François-Philippe Champagne. On a le meilleur premier ministre pour gagner la prochaine campagne électorale. Moi, là, je suis ici à cause de Justin Trudeau. Moi, je suis encore là avec l'équipe de Justin Trudeau. On devra avoir une discussion à l'interne pour être sûr qu'on regagne le momentum. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais dans le cas de Mme Bibeau, entre toi et moi, Alexandre, c'est de dire, moi, je suis encore derrière le chef, tout ça, mais je m'en vais, je me représente plus. Ça enlève... Ça se peut là, qu'elle l'aime bien, mais... ça enlève un petit peu de poids à la déclaration à partir du moment où toi-même t'es plus là. Ben oui. Et rapidement, une première au Nouveau-Brunswick? Ben oui, c'est Susan Holt qui devient donc la première ministre. Les libéraux qui forment un gouvernement majoritaire, 31 circonscriptions sur les 49. Dans ce cas-ci, bon, c'est quand même assez important. Et pour les libéraux, dans les circonstances, c'est quand même une bonne nouvelle, hein, même si c'est au provincial. Ça a été salué d'ailleurs par Justin Trudeau, par François Legault également, qui ont salué donc la première ministre désignée pour sa victoire historique en devenant, bien sûr, la première femme à diriger la province des Maritimes. Les francophones du Nouveau-Brunswick vont être plutôt heureux parce que M. Higgs là, s'était positionné à plusieurs reprises comme pas très sympathique avec le fait français dans sa province. Isabelle Harvey Weinstein, le producteur déchu, serait malade. Il serait atteint d'un cancer de la moelle osseuse, leucémie myéloïde. C'est ce que les médias américains ont rapporté. Là, il subirait des traitements en prison. Ça survient après une opération chirurgicale au cœur. Il serait d'ailleurs hors de danger pour cette chirurgie-là. Ça se serait bien passé. Mais ça s'ajoute aux nombreux problèmes de santé qui ont fait face dans l'actualité au cours des derniers mois. Donc, il y a une Donc, il voyage entre la prison puis l'hôpital là, ces semaines-ci. Là. Exact, parce qu'il reste quand même en prison avec les 80 personnes qui ont porté plainte contre lui. Donc, il reste quand même emprisonné. Il y en a quelques-uns quand même qui ont levé la main pour dire, par respect pour la vie privée de M. Weinstein, nous ne ferons pas de commentaires. C'est ce qui est survenu. Et on en sait toujours un petit peu plus. Les informations sortent sur le décès de Liam Payne là, qui est tombé d'un balcon ou a sauté d'un balcon en Argentine la semaine dernière, un des chanteurs de One Direction. Oui, âgé de 31 ans. Donc, l'autopsie révèle qu'il y aurait eu prise de drogue. On dit cocaïne rose, donc c'est un mélange de substances. Méthamphétamine, kétamine, MDMA. C'est ABC News qui a rapporté la nouvelle. Ça a été confirmé. On voit d'ailleurs
d'ailleurs sur les photos là, qu'il y a eu mélange de drogue. Il y avait une pipe improvisée, de l'aluminium. Il y avait beaucoup de vaisselle cassée. Il y avait, on dirait, sa chambre était saccagée, littéralement. Il y avait des traces de brûlure également sur la table. Donc, ils ont confirmé qu'il y avait eu prise aussi de médicaments d'ordonnance. Il y aurait eu prise d'alcool aussi. Alors, ce sont les premières données préliminaires du rapport sur l'ancien chanteur. Il y a eu des hommages. Mais ça répond pas à... Dans le fond, il reste une question. Là. Oui. Il n'y a pas de doute de quoi. Il est décédé, il est tombé ou sauté en bas d'un balcon. Il n'y avait pas de trace de lutte. Il n'y a personne d'autre, pas quelqu'un qui l'a poussé. Donc, c'est lui qui s'est pitché en bas du balcon. Pour moi, la seule question, c'est est-ce que c'est un geste qu'on peut décrire comme volontaire au sens d'une personne qui choisit de s'enlever la vie, ce qui est dramatique. Mais ce qui est d'une certaine façon, à mon avis, encore plus dramatique, c'est s'il l'a fait sans en être conscient. Là, s'il était tellement perdu, mêlé, qu'il était plus conscient de la hauteur ou qu'il hallucinait, il sautait du balcon, mais en pensant sauter dans d'autres choses ou dans une piscine. Tu sais, il y a un point où tu te dis, OK, est-ce qu'il était même conscient qu'il s'enlevait la vie ou est-ce qu'il l'a fait complètement perdu, là, complètement... Surtout déconnecté. Avec un mélange de drogue comme ça, la famille a réagi en fin de semaine en disant « Pour nous, il est clair que l'hôtel a manqué de jugement en n'appelant pas les ambulanciers. Quand ils ont vu là, qu'il y avait un comportement erratique qui était violent, pourquoi il n'y a personne qui a appelé les secours? Pourquoi personne n'a rien fait? » Eux autres, ils ont accusé justement l'hôtel à ce sujet-là. Pour eux, il ne s'agit pas d'un suicide. La famille, c'est ce qu'ils ont mentionné sur la place publique, mais effectivement, on n'a pas encore tous les détails. Mais disons que chaque jour, on en apprend davantage sur ce triste drame. Et Alexandre, on est dans le cas du Canadien tout proche de parler d'une séquence de défaites. Là. Oui, ce soir, ce sera pas facile. Ce sera pas facile ce soir. C'est les Rangers de New York qui sont en ville. Est-ce que Slavkovski, Caden Goulet, Matt Madison seront en uniforme ce soir? Ils étaient absents en tout cas de l'entraînement hier. Kirby Dach d'ailleurs qui s'est retrouvé sur le premier trio pour prendre les répétitions. Lui avec qui va très, Suzuki. très mal. Là. Ouais, lui, ça va pas très bien. En mais 6 matchs, aucun but, une passe, moins 8. Mais en fait, c'est un douloureux rappel que ça fait tu joues jamais dans la Ligue nationale. L'année passée, 2 matchs, l'année d'avant, une poignée de matchs. Ouais. À un moment donné, sans méchanceté, t'es plus un joueur de la Ligue nationale. Pas parce que t'avais pas le talent. Non, mais il y a de la rouille. Ça fait trop longtemps que t'as pas joué des matchs de haut niveau. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.